Laurence Monet, qui est professeure à l'Université de Montréal en histoire de la santé en Asie du Sud-Est, et François Audette, qui, lui, est professeur du côté de l'UQAM et spécialiste des gestions, en fait, des crises et interventions humanitaires. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, François Audette. Aux dernières nouvelles, 196 Canadiens ont demandé l'aide consulaire pour être rapatriés au Canada. Expliquez-nous jusqu'à quel point ça représente un défi pour les autorités canadiennes de les ramener au pays. Oui, il y a au moins plusieurs défis, mais disons qu'il y a un défi à la fois logistique et un défi politique. Donc, on sait qu'il y a environ 200 Canadiens qui ont demandé un service consulaire pour être rapatriés au Canada. Je fais une petite parenthèse rapide. On estime environ 50 000 Canadiens en Chine actuellement. Donc, là, on se concentre surtout pour la communauté canadienne là, qui est dans la région touchée par le virus. Le Canada, donc, doit offrir des services consulaires. On comprend du ministre Champagne que le Canada veut offrir en tout cas ce service-là, et il doit actuellement négocier avec les autorités chinoises un moyen pour qu'un avion puisse se rendre sur place et évacuer ce premier contingent de 200 Canadiens. Alors, c'est un défi politique, assez important. On sait que les relations entre le Canada et la Chine ne sont pas au beau fixe actuellement. Évidemment, la Chine a d'autres soucis actuellement que les problèmes diplomatiques avec le Canada, mais reste que c'est certain que le Canada a un défi politique à ce niveau-là. Bon, Laurence Monet, justement là-dessus, le Canada attend des autorisations des autorités chinoises, justement, pour procéder. Ça prend des autorisations, entre autres, pour faire atterrir un appareil, un avion là-bas. L'OMS a quand même salué le travail, la collaboration, la coopération de la Chine aujourd'hui. Mais à la lumière des crises de santé passées en Chine, est-ce que le Canada peut s'attendre à une bonne collaboration des autorités chinoises? La réponse simple est oui, pour la bonne raison, c'est qu'au-delà des tensions effectivement dans les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada, la Chine ne peut pas faire autrement que de répondre par la positive à la demande du Canada. Elle a dit oui à la France, elle a dit oui aux États-Unis. Il n'y a aucune raison qu'elle ne dise pas oui au Canada. Par ailleurs, la Chine veut bien paraître sur la scène de la santé internationale, et les quarantaines le montrent. C'est un geste important. Donc, je ne pense pas que ça va poser problème. Bon. François Audette, le Canada travaille donc avec les autorités chinoises. Force est de constater que les autorités chinoises devraient être collaboratrices. Est-ce que les Canadiens actuellement qui attendent d'être rapatriés au Canada ont du support sur place? Ils se trouvent dans quelle situation actuellement? En fait, non, très, très peu de support, et il y a souvent la fausse impression de croire qu'il y a des effectifs importants dans les ambassades et les consulats canadiens pour soutenir les Canadiens à l'étranger. Évidemment, on a très peu de ressources. Le Canada a fait ce qu'il peut bureaucratiquement, diplomatiquement, mais il n'y a pas de soutien autre que celui de négocier actuellement avec le gouvernement chinois un retrait des 200 personnes qui sont sur place. Alors, il y a très peu d'offres de services. Enfin, il n'y en a pas du tout, pour être plus clair. Évidemment, c'est au gouvernement chinois actuellement, d'offrir un service à sa population et aux Canadiens et aux ressortissants étrangers qui vivent actuellement en Chine. Donc, c'est le rôle de la Chine de le faire. Donc, le Canada n'a pas de capacité logistique et de toute façon n'est pas en mesure de pouvoir offrir quoi que ce soit pour le moment. Laurent, justement, quelle sorte de support les autorités chinoises peuvent apporter en ce moment aux Canadiens? Oh, ça peut prendre une variété de formes. Dans un contexte de crise sanitaire, ça peut par exemple être d'aller chercher du personnel médical qui est d'origine occidentale, canadienne, américaine, etc., pour donner l'impression d'être un petit peu plus en sécurité, plus à l'aise dans les échanges avec le personnel médical ou l'administration chinoise. C'est le genre de choses qu'ils pourraient très bien faire. Bon. François, une fois que les Canadiens vont être de retour au pays, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Évidemment, on se demande, est-ce qu'ils vont être mis en quarantaine? Est-ce qu'ils vont être placés en isolement dans un hôpital? À quel endroit on va les envoyer? À quoi on peut s'attendre? Oui. Pour le moment, on travaille avec l'hypothèse que les Canadiens qui vont entrer dans l'avion, éventuellement, ce n'est pas encore fait, seront en santé. Donc, il y aura un premier tri et clairement, les autorités chinoises devront, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec les Français et les Américains qui sont sortis, faire une démarche médicale claire, des tests notamment, pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence ou d'indicateurs qu'il y aurait quelqu'un qui soit malade et qui rentrerait dans l'avion. Donc, c'est certain qu'a priori, les gens qui vont rentrer dans l'avion sont en santé ou en tout cas
n'ont pas de symptômes de clairement identifiables. Une fois qu'ils seront rendus ici, évidemment, ce sera les autorités canadiennes, Santé Canada et les différentes provinces, parce qu'il y a des gens de différentes provinces qui sont là-bas, ils seront donc pris en charge ici. Si les gens arrivent en santé, il n'y a pas lieu de les mettre en quarantaine. Par contre, il y aura un suivi qui sera fait, comme on l'a vu d'ailleurs avec le H1N1, avec le SARS ou l'Ebola. Donc, souvent, ce qu'on demandait aux gens, c'est de rester chez eux au moins une semaine ou deux, selon le type de virus, et qu'ils soient en contact, Santé Canada ou la santé publique locale soient en contact avec les gens qui arrivent ici de manière fréquente pour voir s'il y a des hausses de température, s'il y a des indicateurs de santé qui pourraient faire en sorte qu'on aura un doute sur le fait que la personne pourrait être contagieuse. Donc, c'est ça qui va être fait. Mais normalement, et là-dessus, je crois que ma collègue de l'Université de Montréal vient de le dire, les autorités chinoises actuellement veulent vraiment montrer patte blanche. Il y a un travail rigoureux qui est fait. Il y aura normalement personne qui va rentrer dans l'avion qui aura des symptômes, en tout cas qui n'aura pas été capable de détecter de symptômes. Et lorsqu'ils seront arrivés ici, ils devraient normalement également être en santé. Il n'y aura donc en principe aucune menace pour les Canadiens ici. Bon. Laurence, on vient d'entendre M. Audette parler du SRAS, parce que ce n'est pas la première fois que la Chine fait face à une épidémie. On pense justement au SRAS au début des années 2000, qui avait fait vraiment des centaines de morts dans le monde. À l'échelle des crises de santé en Chine, parce qu'il y avait eu 349 morts du SRAS en Chine, est-ce que cette épidémie du coronavirus, c'est grave? Alors, je ne pourrais pas me prononcer sur la gravité, ni maintenant, ni probablement plus tard. En tout cas, il va falloir attendre de savoir un petit peu plus sur la morbidité, la mortalité, les modalités de contagion, ce genre de choses. Donc, c'est très, très difficile de se prononcer au jour d'aujourd'hui sur la gravité. Par rapport à des expériences comme celle du SRAS en 2002-2003, ce qu'on voit au moins, c'est que la Chine a pris les devants beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait fait en 2002-2003, a déclaré ses cas, est allée identifier le nouveau virus, a partagé l'information avec les instances internationales et les pays voisins. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en 2002-2003. Donc, on peut soupçonner que même si le nombre de cas est déjà plus important que le nombre de cas qui avaient été déclarés officiellement du côté du SRAS en 2002-2003, qu'il va y avoir un effort de ce qu'on appellerait de containment, d'emprisonnement et de limitation de la contagion. Par ailleurs, il semblerait, mais après les chiffres valent ce qu'ils valent, dans le sens où on est obsédé par les chiffres depuis quelques années dans les politiques de surveillance internationale et nationale, le chiffre en direct devient finalement l'outil numéro un pour se prononcer sur la gravité d'une épidémie. En l'occurrence, il semblerait que le taux de mortalité et la contagiosité soient assez faibles. Taux de mortalité particulièrement faible par rapport au SRAS de 2002-2003. Donc là, je dirais qu'il y a quelque part un espoir conjugué avec des mesures qui ont été prises plus tôt, en particulier ces fameuses quarantaines, et puis une transparence du gouvernement chinois qui, elle aussi, était beaucoup plus précoce. Bon. François, il nous reste quelques secondes. En fait, il nous reste plus de temps, mais je veux savoir, de votre expérience en gestion de crise humanitaire, est-ce que ça vous paraît grave que cette crise-ci? Écoutez, c'est évidemment statistiquement pas très important si on regarde la population chinoise et la population mondiale. Je pense qu'actuellement, la malaria et d'autres maladies tuent beaucoup plus de gens au quotidien, ça va sans dire, mais il ne faut pas prendre du tout ça à la légère, d'autant plus qu'on n'a pas actuellement aucun médicament, un traitement connu et reconnu. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de médicament reconnu, c'est pour ça que ça doit être évidemment regardé de très près par les autorités de l'Organisation mondiale de la santé. Alors oui, c'est important, mais pour l'instant, ce n'est pas grave. Et de ce que je comprends, effectivement, et on discute maintenant des autorités chinoises, c'est qu'eux non plus le prennent pas à la légère. Et ils ont tout intérêt, d'ailleurs, pour éviter les conséquences économiques énormes si jamais ça continuait sur cette voie. Donc, il faut replacer, évidemment, les choses en perspective. François Audette, professeur à l'UQAM et spécialiste des crises en intervention humanitaire, et Laurence Monet, professeur à l'Université de Montréal en histoire de la santé en Asie du Sud-Est. Merci beaucoup d'avoir tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Très apprécié. Merci à vous. Au revoir.